Vous l'avez compris, vouloir un monde avec davantage de low-tech, comme nous venons de l'évoquer, ne veut pas dire se passer totalement de la high-tech. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir nos smartphones, nos ordinateurs, j'en ai vu plusieurs d'ouverts d'ailleurs en ce moment même, pour voir que nous sommes aujourd'hui tous connectés, avec à l'intérieur de nos outils de travail de plus en plus d'outils et notamment l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que certains redoutent le développement de cette IA, alors même qu'on l'utilise déjà, il faut bien le dire, depuis plusieurs années, ne serait-ce que lorsque on allait à la banque, il y a encore quelques temps, nos chèques, nos billets étaient triés, c'était l'intelligence artificielle qui le faisait. Mais son développement XXL a réactivé pas mal de peurs. Alors comment faire pour que l'IA, l'intelligence artificielle, notamment la générative, soit vue autrement? On va essayer de comprendre ensemble comment l'IA s'impose comme outil d'aide à la transformation de nos entreprises. Et c'est avec vous, Stéphane Dufner, je vous laisse rejoindre le pupitre, professeur des universités au laboratoire l'IRIS et à l'INSA Lyon. Vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir de parler devant vous sur ce sujet. Donc, pour introduire cette table ronde consacrée à la question comment l'IA s'impose-t-elle comme outil d'aide à la transformation de l'entreprise. Donc, nous sommes à un moment charnière, ce qui relevait hier encore de la science-fiction, et aujourd'hui une réalité bien tangible. L'intelligence artificielle s'invite dans les ateliers, les lignes de production, les entrepôts. Elle ne remplace pas l'humain, mais elle modifie en profondeur notre façon de produire, d'organiser et de décider. Alors, que peut-on vraiment attendre de cette révolution technologique et comment l'aborder de façon responsable et efficace? C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'un ensemble de technologies capables d'imiter certaines fonctions cognitives humaines, comme l'apprentissage, la reconnaissance de motifs, la prise de décision ou encore la résolution de problèmes. Mais attention, l'IA ne se limite pas aux robots ou aux scénarios futuristes. Dans le monde industriel, l'IA est déjà présente de manière souvent discrète mais très concrète. Ce qui rend tout cela possible, ce sont les données. D'accord ? Aujourd'hui, les usines, les chaînes de production, les machines génèrent parfois des millions de points de données chaque jour. Température, vitesse, consommation d'énergie, taux de défaut, rythme de production et bien plus encore. Alors le défi, ce n'est plus de produire les données, c'est de les exploiter intelligemment. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Et en analysant ces flux de données, elle peut par exemple détecter des anomalies invisibles à l'œil nu, apprendre des modèles de comportement pour anticiper des pannes, ce qu'on appelle la maintenance prédictive, adapter automatiquement les paramètres de production en fonction des conditions réelles, ou encore aider à prendre des décisions complexes, que ce soit à l'échelle d'un atelier ou d'un site complet industriel. J'avais un exemple, je vous montre un exemple pour illustrer un peu mon propos. C'est un projet que je mène avec l'entreprise Michelin dans le cadre d'une thèse qui est toujours en cours. Donc c'est sur le contrôle des qualités de pneumatiques. Là vous voyez un opérateur expert qui détecte les défauts visuels et haptiques, donc par le toucher. C'est un travail assez fastidieux qui demande une formation de 6 mois, donc c'est vraiment très complexe. Donc ici, l'IA, ce serait pour assister ces opérateurs. Donc c'est basé sur un système d'acquisition rapide de 11 caméras, où donc il y a beaucoup d'images qui sont prises à l'intérieur et à l'extérieur du pneu. Et donc l'acquisition et le traitement durent ensemble 20 secondes. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très novateur. Et donc, on a développé un modèle d'apprentissage, de détection de 10 défauts. Donc, on détecte les défauts, on les classe
en type de défaut, et on classifie aussi la sévérité des défauts à base de 25 000 images. Et donc on arrive à un taux de 81% dans ce cas-là. Donc vous voyez un peu à droite quelles sont les images. Donc c'est très difficile à voir. C'est des images très noires où on voit à peine les défauts. Donc c'est vraiment complexe comme tâche. Il y a beaucoup de types de défauts qui se ressemblent, etc. Et donc en dessous, vous voyez le modèle qu'on utilise, donc un modèle d'apprentissage profond. Donc évidemment, ça augmente la productivité de l'entreprise, mais ce que je voulais souligner aussi c'est que il y a 80% des pneus qui passent par ces experts qui sont conformes, donc il n'y a aucun défaut. Donc ces systèmes-là permettent aussi de réduire ce taux de faux positifs, donc il n'y a pas vraiment de défaut, et ce qui rend leur travail plus intéressant. Donc ils ont plus de pneus avec des défauts et donc plus valorisant pour eux, où vraiment leur expertise est demandée et vraiment a une valeur ajoutée. Et donc de manière plus générale, pour revenir à notre question, donc cette transformation soulève des questions majeures. Par exemple, donc, comment intégrer l'IA dans des environnements industriels souvent hétérogènes avec des machines anciennes et des systèmes très différents. Comment garantir la qualité et la fiabilité et la sécurité des algorithmes utilisés. Comment faire en sorte que ces outils soient compréhensibles, utilisables et acceptés par les opérateurs de terrain. Et enfin, comment concilier ces transformations technologiques avec les impératifs environnementaux et humains. Voilà ce qu'on a évoqué dans la table ronde juste précédente. Donc, en d'autres termes, l'IA dans l'industrie ne pas être une simple couche logicielle posée sur les machines. Elle implique une évolution en profondeur des modes de production, de gestion et même de culture de l'entreprise. La problématique de cette table ronde est donc au croisement de plusieurs enjeux technologiques, économiques, humains et environnementaux. Voilà, j'ai fini avec ça. Donc, pour avancer, il y a 3 leviers majeurs qui se dessinent. Premièrement, la valorisation des données. Donc l'IA ne fonctionne pas sans données de qualité. Et pourtant, dans de nombreuses entreprises industrielles, ces données existent, mais sont éparpillées, non structurées ou inexploitées. Il faut donc investir dans l'infrastructure numérique, la gouvernance des données et les outils d'analyse pour transformer cette matière brute en valeur. Deuxièmement, l'humain au cœur de la transformation. Donc l'IA ne remplace pas l'opérateur, elle l'augmente. Elle permet de mieux voir, mieux comprendre, mieux décider. Mais pour cela, il faut former, accompagner, expliquer. Donc l'acceptabilité humaine est un facteur clé de succès. Si les équipes ne comprennent pas ou ne font pas confiance à l'IA, elle sera rejetée. Donc, troisièmement, une IA éthique, durable et responsable. C'est d'ailleurs mon sujet de recherche sur lequel je me concentre ces dernières années. Il faut veiller à développer des outils transparents, sécurisés, respectueux de la vie privée et contribuent réellement à améliorer l'impact environnemental de la production. Donc l'IA doit aider à produire mieux et pas seulement plus vite. Voilà, donc en une phrase pour résumer, donc l'IA est donc un outil complexe qui nécessite de nombreuses compétences techniques, mais auxquelles il faut s'adapter. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Le cadre est posé. C'est vrai que on va essayer de rentrer maintenant dans l'utilisation de cette IA. Finalement, on va ouvrir la boîte à outils pour voir comment les entreprises peuvent l'utiliser
comme levier de transformation, parce que c'est ça le défi. On va le voir avec les 4 invités qui nous ont rejoints sur le plateau. Adrien Bercégol, qui est Chief Data Manager chez EDF DTeam. Merci d'être avec nous. Oui, allez-y, saisissez-vous des micros. Bonjour à tout tous. de suite, ce sera ça de fait. Jean-François Deldon, qui est également avec nous, CEO et fondateur de Yakka Data. Tatiana Luant, économiste à BPI France, le Lab, et Yves Nicolas, directeur du programme IA au groupe Sopra Steria. Merci à tous les 4 d'être avec nous. On parlait à l'instant, et on parlait juste avant aussi d'un monde plus sobre qui puisse mieux contrôler l'utilisation des matières premières, piloter ses économies d'énergie pour avoir moins d'impact sur la planète. Forcément, quand on parle juste après de l'IA, on se pose pas mal de questions, sauf que l'IA, elle fait fonctionner les data centers, mais elle est aussi, ou elle peut être aussi, un bon moyen de répondre aux problématiques qui nous intéressent, parce qu'elle analyse les données pour nous aider. Je vous vois opiner du chef, Adrien. C'est vraiment aussi comme ça qu'il faut peut-être voir l'IA comme un outil qui peut peut-être nous faire progresser sur ces questions-là. Je pense que l'IA est une technologie qui apporte des solutions dans tous les secteurs où elle est appliquée, en particulier à EDF, dans la partie production industrielle, donc production d'électricité. Aujourd'hui, on utilise l'IA pour faire plus efficacement, faire plus d'énergie avec moins cher, et donc pour en faire bénéficier à la société. Donc, oui, l'IA comme technologie apporte à n'importe quel secteur. Et je pense qu'il y a aussi des secteurs peut-être plus orientés développement durable encore, peut-être sur le réemploi, peut-être sur le recyclage, où l'IA apportera des solutions. L'IA, ou plutôt les IA, parce qu'on dit l'IA en général, mais on pourrait les décliner, il y en a vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui existe, je l'ai dit tout à l'heure, depuis de nombreuses années, finalement, sans qu'on la voie ou sans qu'on les voit. Le vrai changement, finalement, c'est qu'aujourd'hui, c'est monsieur et madame tout le monde qui s'en saisit, et elle est là, la révolution. On prend conscience finalement aujourd'hui de sa puissance, Yves Nicolas. C'est ça, en fait, je vais prendre le risque de ne pas être tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le chercheur éminent qui a présenté le sujet. C'est que on est là pour ça, on est là pour débattre. L'IA n'est pas complexe, et c'est le changement. Alors évidemment, il a présenté un très bon use case qui est similaire à ceux qu'il y a chez EDF, qui sont des use cases d'IA qui ne sont pas de l'IA générative, qui sont des IA prédictives. On entraîne sur des modèles, sur des données qui sont connues, et ça permet de résoudre des vrais problèmes en entreprise qui font avancer la chose. Ce qu'il y a de nouveau avec l'IA générative, et ce qui a fait qu'on a appelé ça le moment smartphone, il y a 2 ans et demi, à l'arrivée de ChatGPT, c'est que n'importe qui, en aucune préconnaissance technique ou autre, est capable d'interagir dans ses tâches de tous les jours avec un environnement d'intelligence artificielle et de voir des bénéfices auxquels il peut arriver. Il y a un vrai sujet, et je fais le lien avec ce qui s'est dit avant, c'est que autant dans les cas d'usage d'IA prédictive, là encore, tels que les vérifications visuelles sur les pneus Michelin ou des lignes de fabrication, ou dans des cas d'analyse des données chez EDF, par rapport, on a des facteurs complètement différents en termes d'entraînement et d'empreinte environnementale, et ça, personne ne le voit, et on est en train, si on ne fait pas attention à l'utilisation de l'IA qu'on a dans sa vie de tous les jours, par rapport au use case. Par exemple, quand on fait faire, c'est fun, tiens, on fait faire des petits dessins animés à la façon de Miyazaki, pour reprendre un exemple récent, on est en train de faire basculer le volume d'empreinte du numérique au sens large de façon très très importante. D'où l'importance de connaître, de dire les chiffres, et de faire attention à les usages qu'on a de l'IA, parce que, comme vous dites, c'est pas la même chose pour tout, et il y a différentes IA. L'arrivée de l'IA, sa généralisation, c'est aussi un vrai changement, puisqu'on est passé à cet usage de tous, une sorte de démocratisation finalement, alors qu'avant c'était réservé à des personnes dont c'était le métier, les data scientists. Ça aussi, c'est une véritable révolution, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un outil très puissant
qui n'est plus réservé aux spécialistes, mais qui arrive dans toutes les entreprises, dans tous les foyers. Ça, c'est quelque chose que vous percevez, Adrien ou Jean-François ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on perçoit assez facilement. Enfin, par exemple, moi qui interviens beaucoup auprès des TPE, PME, quand on parlait des sujets d'IA, comme ceux dont Adrien a parlé, ou Yves aussi là à l'instant, et qui nécessitaient des data scientists, c'était pas forcément à leur portée parce qu'il fallait savoir coder, il fallait connaître tout un tas d'algorithmes mathématiques. C'est vrai qu'avec l'IA nouvelle génération, alors quand on l'utilise pas pour faire que des dessins de Miyazaki, on arrive quand même... Faire des starter packs. Ou des starter packs. On arrive quand même à faire des choses pertinentes, que ça soit de l'analyse des appels d'offres, pour que ça soit de la pré-rédaction de devis, de la recherche documentaire. Donc il y a des vrais cas d'usage qui arrivent à s'exporter et qui deviennent accessibles parce qu'en fait il y a quelque chose qui s'est débloqué, qui est la compréhension du langage, qui était un des gros sujets de l'IA qui était difficile à adresser. Et avec les évolutions récentes, ça permet vraiment de rendre accessible au plus grand nombre dans un langage presque naturel. Un journaliste récemment me disait comme quand on écrit un texto. Ben oui, comme quand on écrit un texto, on peut dialoguer avec une IA. Et ça veut dire qu'il faut faire un apprentissage pour tous avec l'IA aujourd'hui ? L'apprentissage, alors ça peut faire référence à l'apprentissage de l'algorithme ou à l'apprentissage de tout le monde, comment se servir d'une IA générative. Alors pour les grands modèles de langage dont tu parles, qui servent à faire des devis, qui servent à faire à produire tous les documents auxquels on est accro dans le cadre de l'entreprise, les documents, souvent il n'y a pas besoin de réentraînement, on utilise des modèles qui savent parler, qui ont appris à parler en scannant tout Internet et on les adapte à une entreprise mais sans les réentraîner. Donc on ne repaye pas forcément le coût écologique qui a été payé une fois par Microsoft, Google ou par un acteur français si on est très raisonnable. Et ensuite, par contre, oui, il y a bien l'entraînement de tout un chacun à se servir d'une IA. Parce qu'en fait, se servir d'une IA, c'est quand même se servir d'un objet qui fait des erreurs. On est habitué à quelque chose, à utiliser des outils qui sont fiables, je pense, en particulier dans l'industrie nucléaire, mais pas que, à exécuter une commande et avoir une réponse qui est déterministe et qui est toujours juste. Si jamais on m'a mis l'outil dans les mains, c'est qu'il fait ce qu'il doit faire. En fait, pour l'IA générative, c'est quand même un peu différent. Il y a le risque d'hallucination qui est là, dont les gens doivent avoir conscience. Et il y a tout un enjeu d'acculturation que, oui, ça peut faire gagner beaucoup de temps, mais il faut garder la vigilance et garder le regard expert du métier, qui aura toujours une valeur, je pense. Enfin, en tout cas, l'IA générative à date, il faut bien acculturer les utilisateurs, à mon avis. Alors justement, puisqu'on parle d'acculturation, on en est où, Tatiana ? Je crois que vous avez mené une enquête auprès des entreprises avec BPI France. Qu'est-ce qui ressort ? On sait qu'on doit utiliser, en tout cas, alors je dis on, mais on entend dire que c'est utile pour faire progresser les modèles en entreprise, mais beaucoup d'entreprises ne savent pas encore comment l'utiliser, ni à quel endroit véritablement utiliser l'intelligence artificielle. Oui, je pense qu'en effet, il y a peut-être un mix à faire dans toutes les réponses que j'ai entendues jusque-là par rapport à ce que j'ai entendu auprès des PME, des ETI avec lesquels j'ai parlé. C'est justement donc novembre 2022, ChatGPT, il y a cette révolution par l'usage, démocratisation. Tout d'un coup, tout le monde potentiellement peut aller sur Internet, utiliser l'IA. À côté de ça, un peu une hype médiatique, ça va révolutionner toute votre vie. Et du coup, face à ça, des dirigeants de PME ETI qui se disent il faut absolument que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose. Mais aujourd'hui, des cas d'usage, comme on l'a dit un petit peu, de l'IA générative qui existent, mais qui sont peut-être moins éprouvés que les cas d'usage de l'IA prédictive. Et du coup, un espèce de risque de se lancer à fond les ballons dans un usage de l'IA générative sans attention à des cas d'usage qui vont vraiment apporter un retour. Et du coup, potentiellement, un risque d'être déçu très rapidement et de s'en détourner. Donc, en termes d'usage, nous, ce qu'on a vu dans l'enquête qu'on a fait à la fin de l'année dernière, on a 26% des dirigeants et dirigeantes de PME ETI qui nous disent utiliser l'IA soit en phase de test, soit en phase d'industrialisation. Alors, parmi les 26, c'est vrai que la phase d'industrialisation, c'est peut-être 8%. Mais on a aussi pas mal de gens qui nous disent être intéressé pour l'utiliser, mais aussi être un petit peu dans une phase de je sais qu'il faut que je fasse, je sais que ça va avoir un impact potentiellement sur mon activité, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Et c'est là où je pense qu'il y a un enjeu. Et Nicolas ? Oui, en fait, ce qu'on voit, alors chez Soprasteria, grosse ESN indépendante européenne, 55 000 personnes, à peu près un peu moins de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
On a déployé à l'échelle de l'IA générative depuis 2 ans, et ce qu'on voit dans le programme que je dirige, c'est qu'on a à la fois le retour de l'utilisation interne chez nous et de ce qui se passe chez nos clients. Ce qu'il faut bien voir avec l'IA générative, c'est qu'en termes d'usage pour tout le monde, la vraie révolution, c'est une nouvelle interaction avec la connaissance. Je prends les métiers qu'on a chez nous, qui sont des développeurs informatiques ou des consultants, par exemple, qui travaillent tous avec de la connaissance. On ne peut plus aujourd'hui faire ces métiers-là sans utiliser de l'IA générative. Ça, c'est très clair aujourd'hui. Il y a une nouvelle interaction avec la connaissance qui est très, très intéressante. Et en termes de... Je prends l'exemple des développeurs qui sont ceux chez nous qui l'ont adopté le plus rapidement. 2 ans après, à 90% d'entre eux, sur une population de plusieurs milliers de personnes, ils disent « ça rajoute de l'intérêt à mon métier et c'est beaucoup plus important ». Donc ça a changé, ça a transformé déjà le métier. Ça a changé la façon, pas forcément le métier, ça a changé de faire leur métier, ça a changé la façon de faire le métier et ça l'a changé en bien. Après, quand on voit ce qui se passe chez les entreprises, et ça rejoint ce que vous disiez, Tatiana, tout à l'heure, c'est que chez nos clients entreprises, tout le monde s'est lancé dans des POC. On a eu une vraie POC mania. Tout le monde est... Alors, suivant la taille de l'entreprise, ils ont été de leurs petits millions, de leurs petits 10 millions, de leurs petits 100 millions, suivant la taille de l'entreprise, mais ils ont fait des POC. En revanche, il y a très peu de ces POC qui passent réellement en production. C'est-à-dire, autant l'outil est adopté par tout le monde, par plein de gens, autant la façon dont cet outil se transforme en valeur pour l'entreprise, aujourd'hui, est encore un pari sur l'avenir. Et c'est là que ça fait le lien avec, c'est que je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet sur l'empreinte environnementale de l'IA, il n'est pas tant sur l'entraînement des modèles d'IA et d'OpenAI, de ChatGPT, de Mistral, etc. L'enjeu, il est, et regardez le récent rapport du Shift Project qu'il y a eu spécifiquement sur le sujet, l'enjeu, il est qu'on est en train de construire des data centers à tout va, dans une logique où on se dit on va avoir besoin d'encore plus d'entraînement, de plus d'inférences, etc. Or, jusqu'à présent, en termes d'énergie, il faut bien se rendre compte que le digital au sens large, ça consommait à peu près 200 TWh au niveau mondial et c'est resté à peu près stable pendant une durée assez longue parce que les optimisations qu'on a réussi à faire sur les équipements ont compensé la montée des usages. Les prédictions du Shift Project, dont ils reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont encore une phase d'incertitude, mais elles sont toutes dans une bande où on fait multiplier ça par 4 dans une durée très courte. Et on n'a pas le temps. Et le temps de construction de l'énergie, c'est pas le même que celui des nouvelles technologies. Quand je dis durée très courte, c'est 4-5 ans. Ce qui fait que les pays qui sont le plus dans les data centers, ben on a deux catégories, hein, mais même en Irlande, alors évidemment aux États-Unis ou autres, il y a plein de gens qui rallument des centrales à charbon et des centrales à gaz pour entraîner ces sujets-là. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est important de dire... C'est un outil de nouveau sur la connaissance. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout le monde l'utilise. En revanche, moi, je suis frappé dans mon boulot de voir que ces chiffres de consommation, mais personne ne les connaît. On ne maîtrise pas. Quand on fait un starter pack, c'est sympa, ça va très vite, on ne se rend pas compte de l'impact derrière. Donc il faut connaître ces chiffres pour aller vers un usage raisonné de l'intelligence artificielle générative. Et il faut bien séparer l'IA prédictive et l'IA générative. Absolument. Les usages ne sont pas les mêmes et l'IA prédictive est déjà là depuis longtemps dans le monde industriel notamment. Comment on fait justement, Jean-François, pour se dire là c'est utile? Parce que le thème, comment l'IA s'impose-t-elle comme outil? Déjà, est-ce qu'elle s'impose et est-ce qu'elle s'impose partout? Tout d'abord, effectivement, j'ai envie de dire que l'IA peut être utile à beaucoup d'entreprises et notamment avec les dernières technologies. L'accès à la connaissance, honnêtement, ça ouvre un pan assez énorme à toutes des entreprises qui n'avaient pas accès notamment à la dernière technologie. Et globalement, en fait, je regardais la présentation au tout début et l'impact ou la valeur ou l'embarquement des personnes était marqué en 2, alors que je l'aurais mis presque en 1, parce que c'est vraiment ça qui va changer. C'est est-ce qu'on arrive à embarquer les personnes et l'entreprise sur des sujets utiles? Il y a beaucoup de sujets, j'étais chez Michelin avant où on faisait aussi des tas de POC et en fait souvent parce qu'ils n'étaient pas utiles, on dépensait des centaines de milliers d'euros. Je me rappelle même d'un projet où finalement on avait dépensé des centaines de milliers d'euros et à la fin le résultat c'était on n'a pas répondu à un vrai besoin qui était un besoin client. On l'a détourné, on a essayé de faire quelque chose qui techniquement était intéressant. Et on brûle du cash et il n'y a pas de retour sur investissement. C'est ça, presque sur des challenges techniques. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'en parler à la journée de l'ingénierie, c'est qu'effectivement on vous apprend à faire plein de choses d'un point de vue technique.
en école, mais la vraie question c'est comment on les fait pour faire des choses utiles et pertinentes pour l'entreprise. Et donc pour ça il faut vraiment avoir un vrai regard et un vrai regard profond sur ce que fait l'entreprise, la valeur que peut créer l'IA et la valeur que peut créer l'IA pour l'employé, parce qu'il faut que ça crée aussi une valeur perceptible pour l'employé, pour qu'il l'intègre à ses pratiques quotidiennes, sinon la solution n'est pas utilisée et ça crée jamais la valeur pour l'entreprise. C'est un des sujets qu'on a évoqué, Tatiana, c'est comment justement on fait en sorte que on embarque les équipes, parce que c'est ça qui va faire la réussite finalement de l'usage de l'intelligence artificielle. Il faut le mettre véritablement au cœur, sinon c'est totalement déceptif et tous les retours qu'on peut avoir de ceux qui testent par eux-mêmes, finalement se disent j'ai essayé, j'ai demandé ça ou ça, finalement je ne suis pas convaincue, j'arrête. Je pense que c'est comme n'importe quelle technologie, ça reste une solution. Après, une entreprise, il faut que ça fasse quelque chose de cette solution, il faut que ça fasse quelque chose au niveau stratégique, déjà donner vraiment une intention de voilà, répondre à un vrai besoin. Et ensuite, voilà, une entreprise, c'est des employés, et du coup, ça va être ces employés qui vont devoir utiliser l'IA. Et souvent aussi, je pense qu'on le voit, c'est eux qui remontent ces cas d'usage. C'est probablement aussi comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire que c'est eux qui vont avoir un besoin. Charge aux dirigeants, aux COMEX de dire on est à votre écoute et on a envie de vous entendre. Probablement aussi d'ouvrir un dialogue qui doit être voilà, aussi un dialogue social sur on ne va pas vous remplacer si vous faites remonter les besoins, on a envie de venir en complément, de vous aider à rendre le travail plus intéressant, à peut-être enlever certaines tâches qui apportent moins de valeur ajoutée et à embarquer du coup les équipes là-dessus. Chez EDF, justement, vous avez depuis longtemps des équipes dédiées. Comment vous faites pour embarquer tout le monde et utiliser davantage ces outils, diffuser ces savoirs au plus grand nombre ? Mais je pense qu'avant d'embarquer tout le monde sur l'IA, on essaye d'embarquer tout le monde sur la data. Parce que, pour revenir au point numéro 1 du conférencier qui a fait l'introduction, c'est la valorisation et même le bon rangement des données qui fait que l'IA va comprendre quelle est la bonne source de vérité pour une donnée. Et entreprise historique qui opère des données depuis très longtemps, EDF n'est pour autant pas un modèle de rangement de ces données. On a énormément de doublons, on a énormément de business units qui dupliquent des données pour les valoriser chacune dans leur coin, et au jour où on viendra brancher une intelligence artificielle sur nos données, alors c'est déjà fait sur des parties de données, d'autres sont plus sensibles, on y va pas à pas, mais quoi qu'il en soit, le jour où on montre ces données à une intelligence artificielle, si on a une partie du corpus qui dit blanc et l'autre qui dit noir, alors on ne peut pas attendre de l'intelligence artificielle qu'elle sache quoi dire, et on est sûr qu'on n'aura jamais des bonnes métriques de précision, de rappel, quand on a un jeu de données historiques non réconcilié. Donc, en fait, ça fait un certain temps qu'on fait de l'IA. Moi, depuis 2020, je fais de l'IA à EDF. On a fait de l'IA et on a lancé un programme data pour identifier nos objets métiers, créer des référentiels de données, mettre ces référentiels de données sur une plateforme, les ouvrir quand le cas d'usage est pertinent, et ensuite pouvoir faire de l'IA de qualité. Et on en est encore là en fait. Et aujourd'hui, le COMEX, il met un enjeu sur la data pour que demain l'IA fonctionne. Donc l'or noir, c'est véritablement la donnée, c'est le nouvel or noir aujourd'hui. Et c'est par ça qu'on va peut-être convaincre les chefs d'entreprise qui sont les plus rétifs. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de transformer l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, faire en sorte que tous les employés aient conscience de la valeur de leurs données, c'est ça l'enjeu de transformation. Et faire en sorte qu'ils mettent en qualité cette donnée, non pas sur leur Excel pour faire leur calcul de coin de table, mais que cette qualité de données, elle remonte à la source. Elles sont ensuite partagées avec tout le monde. Parce que c'est pour ça aujourd'hui qu'on a un patrimoine de données morcelé. C'est que la donnée, elle est en qualité pour l'usage de chacun, sur le poste de chacun, au lieu d'avoir une qualité qui remonte. Donc, Vous êtes d'accord avec Nicolas ? Oui, sur la donnée. Après, il faut faire le lien. C'est là où on voit qu'il y a plusieurs IA. C'est-à-dire, pour faire, je regarde là encore, je donne les statistiques qu'on a chez nous sur l'utilisation de l'IA générative dans la bureautique, c'est-à-dire Office 365 Copilot, qui est la même chose que vous pouvez avoir tout un chacun sur un poste de travail. Les fonctions les plus utilisées par les gens qui l'utilisent chez nous, c'est du résumé de texte, du résumé de flux d'email et éventuellement de l'aide à la production de début de documents.
Pour faire ça, vous n'avez pas besoin de données. Vous n'avez pas besoin de données en plus que les modèles génératifs qui existent déjà. Donc là, l'enjeu là-dessus, sur cette IA que j'appelle moi de l'IA outil, il est vraiment d'arriver à être capable de faire ça, ce qu'on commence à faire, avec des beaucoup plus petits modèles et des entraînements qui ne sont pas très gourmands. Donc ça, on va y arriver et on va essayer d'éviter l'effet rebond. En revanche, ce qui se passe, et là, pour le coup, pour aller vers l'IA que j'appelle moi de l'IA core value, pour apporter vraiment de la valeur transformante en entreprise, ben là, ça fait 10 ans qu'on dit l'IA, les data, c'est l'or noir, donc rien de nouveau, garbage in, garbage out. Si la donnée n'est pas bonne, on n'arrive pas à faire de la production, quelle que soit l'IA qu'on utilise au-dessus. Pour de la production avec des données de contexte, il faut des bonnes données, de la bonne gouvernance de données, et là, il y a un sacré travail à faire. Comment on fait justement pour le faire, ce travail, vous qui les côtoyez, les chefs d'entreprise, notamment les TPE, les PME, parce que c'est vrai que quand on a en interne, dans un gros groupe, des équipes dédiées, c'est une chose, mais quand on est une petite entreprise, pour se familiariser avec ces outils-là, c'est encore plus compliqué. En fait, quand on est dans une petite entreprise, mais ça marche aussi à un certain niveau dans les grands groupes, il faut vraiment s'orienter sur la valeur et sur le concret. C'est-à-dire qu'il va falloir montrer très précisément ce qu'on peut atteindre avec les données. S'il y a des problèmes de qualité de données, il faut arriver à montrer ce qu'on pourrait arriver à faire et ce qui est bloqué par la mauvaise qualité de données. Sur les sujets même très concret de qu'est-ce que ça peut apporter, en fait rien de tel que de prendre les données de l'entreprise, de les mettre en musique et d'exposer vraiment ce que l'entreprise peut s'attendre à avoir si elle met en place cette solution. Et après on réfléchit sur effectivement quel est tout l'effort à fournir par rapport à la formation, parce qu'il ne faut pas non plus négliger les efforts de formation, de communication, de sensibilisation qui vont au-delà des aspects financiers, parce que oui, ça coûte de faire de l'IA, mais ça coûte aussi beaucoup en efforts humain, et donc c'est pour ça qu'il faut se focaliser sur les personnes. Et je parlais tout à l'heure de valeur perceptible pour l'employé, c'est pas anodin, c'est que quand on parle de sujets où les personnes ont à mettre en qualité les données ou quoi que ce soit, ça va leur demander du temps et des efforts, et s'ils voient pas la valeur que ça apporte très concrètement à leur poste, ils le feront pas. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui comptent sur l'effet waouh de l'outil intelligence artificielle. Or, ça n'est pas le bon regard à avoir. Il faut leur poser la question de savoir quel est ton besoin, où as-tu une difficulté, comment puis-je t'aider. Et là, peut-être que l'IA a une réponse. Exactement. Je donne un exemple très concret. Chez un industriel, il y a quelques semaines, il y avait deux sujets. Un sujet d'IA générative sur comment je génère des images ou du texte pour accompagner mes propositions commerciales pour modifier le taux de conversion. Donc là, accès à la base de connaissances, pas besoin de réentraînement, des qualités de la donnée qui est pas questionnée puisqu'il n'y en a pas de base. Donc là, le sujet a été montrable et exposable très vite. À côté de ça, est-ce que je peux expliquer ou prédire mon temps de production sur la base de mon historique de production ? Alors bien sûr, quand on est arrivé, ils ont dit les données sont de super qualité, j'en ai 10 ans et tout ça. Sauf qu'en fait, leur nom de matériaux ont changé 3 fois en 10 ans, qu'ils n'ont pas les paramètres influents dans la base, donc ils sont incapables de calculer leur temps de production, tout simplement parce qu'un humain lui-même ne serait pas capable, sur la base des données qu'il y a, de le calculer. Donc c'est pour ça qu'en le montrant concrètement, ils ont compris que c'était pas possible. Et après, c'est à eux de faire le choix en conséquence de est-ce que je réinvestis pour mettre en qualité mes données sur l'historique ou pour le futur, ou pas, et est-ce que je reste finalement juste sur les cas génératifs qui m'apportent un gain tout de suite. Je vous voyais opiner du chef, Adrien. Quand on prend les use cases, on s'aperçoit tout de suite de la valeur ou de l'apport de l'intelligence artificielle. Non, c'est difficile d'avoir un gain immédiat. Alors, l'effet waouh de l'IA générative, je pense que c'est un cas à part parce qu'on est tous impressionnés de voir un robot qui parle. Mais je préfère revenir au contexte industriel qui me parle un peu plus et aux IA prédictives. Je pense qu'on met toujours un certain temps pour aligner le modèle sur vraiment ce que le business attend, et on commence pas par un effet waouh, on commence par une performance qui peut beaucoup s'améliorer, on commence par collecter largement des sources de données auxquelles l'expert métier n'a pas forcément pensé au début, si elles existent, si tant est qu'elles existent, et parfois, c'est le parcours d'innovation qui a été décrit plusieurs fois, il faut 200 innovations pour avoir un cas d'usage à vraie valeur. Alors on a peut-être, selon comment on sélectionne les cas d'usage, on change le taux de perte, mais non, déjà faire 2-3
très bons cas d'usage sur le core value, c'est top. Il y en a un qui a bien marché chez nous, c'est pour prédire le colmatage des générateurs de vapeur. Alors, je me lance, un générateur de vapeur, c'est la bouilloire qui échange la chaleur entre le circuit primaire et le circuit secondaire d'une centrale nucléaire. Donc vous avez, c'est ça ensuite qui fait tourner la turbine et qui produit de l'électricité. Ces bouilloires, comme votre bouilloire, elles peuvent colmater. Alors c'est pas du calcaire, hein, mais peu importe. En tout cas, ça bouche. Et pour pouvoir la réparer, il faut faire un lavage chimique. Et donc en fait, il faut arrêter la centrale et on perd, je sais pas, 50, 100 millions, peu importe, beaucoup d'argent. Et donc en fait, il y a tout un enjeu à bien prédire quand est-ce que ça va colmater. Et ça, malgré nos... Alors on a 2000 années réacteurs à EDF, ça veut dire qu'en fait, si on avait un seul réacteur, on l'aurait opéré 2000 ans. Bon, on en a 60, donc on les a opérés environ 40 ans chacun. Malgré nos 2000 années réacteurs, avant l'IA, on n'avait pas de bonne manière de prédire ce taux de colmatage. Et c'est en ayant cette approche avec IA prédictive qui est capable de considérer en même temps des données physiques, des données chimiques, des données process, des données planning, sans biais de l'expert, ou alors avec plusieurs biais de l'expert à l'intérieur, qu'on a obtenu des modèles qui prédisaient de manière beaucoup plus satisfaisante ce taux de colmatage et qui nous permettraient de réduire les arrêts des centrales nucléaires. Des cas d'usage comme ça rapporte beaucoup. S'il y a de l'IA à l'intérieur, il n'y en a quand même pas eu 10 par an à EDF, je pense. Hein. Enfin, c'est pas souvent qu'on tombe sur une pépite. Je pense que c'est un peu comme l'innovation. Et pour autant, parfois, il y a beaucoup de valeur. Et comme c'est des exemples sur le core business de la boîte, ça parle à tout le monde et ça permet d'embarquer. Les cas d'usage, c'est vraiment ce qu'il faut montrer aujourd'hui pour convaincre davantage d'industriels ou de chefs d'entreprise qui sont peut-être encore, qui n'ont pas mis ça au cœur de leur business model. En fait, je crois, mais je vais reprendre ce que disait Jean-François tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est très important dans l'utilisation de l'IA de sortir du mode l'IA c'est la réponse, c'est quoi la question? En fait, on est beaucoup trop, et encore plus depuis 2 ans et demi avec ChatGPT, on est beaucoup plus dans des questions qui commencent par comment. C'est comment je mets de l'IA chez moi, comment je vais trouver des trucs qui... Il faut se reposer la question du pourquoi. Le fondamental, c'est quand même, c'est quoi les grands problèmes d'une entreprise? Et c'est quoi là où elle peut trouver de la valeur? Et l'IA, c'est une technologie, comme le disait Tatiana tout à l'heure, c'est un outil, il faut le laisser à sa place d'outil et commencer à se poser la question du pourquoi, indépendamment de toute technologie pour le résoudre. Non, Tatiana, il faut vraiment que ça soit au centre de la vision stratégique de l'entreprise, hein. Sinon on passe à côté d'un outil qui peut véritablement apporter. Je pense que oui, et en fait ça pose une question plus large qui va à la fois sur les données, c'est-à-dire et sur la stratégie, c'est-à-dire que l'IA c'est une nouvelle technologie qui peut beaucoup, en tout cas on entend maintenant beaucoup parler d'IA générative qui aussi je pense apporte une nouvelle popularité aux IA prédictives, donc c'est une bonne chose, il y a une conscience que ces solutions existent, je pense que ça doit... Et c'est ce qu'on voit, hein, ça pose cette question de la donnée qui, indépendamment de l'IA, est aussi intéressante et sur lesquelles beaucoup d'entreprises ont mis du temps à se lancer. Ça pose la question du digital, même avant ça. Nous, dans l'enquête, on a encore 24% des PME ETI dans notre échantillon qui a été redressé qui estiment que chez eux, la transformation digitale n'est pas en marche. Potentiellement, l'IA, ça amène aussi un réveil pour se dire, bon, peut-être qu'aujourd'hui, je ne vois pas les cas d'usage, la technologie n'est pas mature ou encore trop chère pour moi, mais si je veux être en capacité plus tard, il faudra que je me mette aussi sur la transformation digitale. Mais en effet, je pense que cette question de commencer par qu'est-ce que c'est ma stratégie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui les challenges qui se posent à moi pour rester compétitif, pour aller acquérir de nouveaux marchés et comment je me forme sur l'IA pour comprendre où est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter quelque chose pour relever ces défis stratégiques. La formation, je voudrais qu'on s'y arrête un moment parce que ça, c'est important. C'est l'autre brique qu'il ne faut pas négliger parce qu'on voit arriver de nouveaux modèles d'IA. Je pense à l'Agentic AI qui va être encore plus du sur-mesure. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, ce sont des modèles qui évoluent très vite et qui vont arriver en entreprise de plus en plus. La formation, elle est essentielle parce que sinon, on investit sur quelque chose qui ne va pas se diffuser au sein du personnel de l'entreprise. Donc il faut vraiment accompagner, ça c'est indispensable.
Oui, tout à fait, c'est indispensable d'accompagner. Mais par contre, il y a des façons de faire de la formation qui marchent mieux que d'autres. C'est-à-dire que la formation sur l'IA ou sur la data, qui reste juste une formation théorique et assez peu ancrée dans le quotidien des personnes, ça tend à assez mal marcher. Moi, je me rappelle, chez Michelin, déjà à l'époque, on faisait des formations de visualisation des données sur des outils comme Power BI. Quand on faisait une formation de 2 jours juste sur l'outil, en fait, ça prenait assez peu parce que les gens, ils avaient du mal à comprendre comment ils le mettaient en route, sur quelles données ils pouvaient l'utiliser, dans quel cadre ils pouvaient le réaliser concrètement. Et ce qui avait beaucoup mieux marché, c'était finalement de faire une demi-journée avec un cas Power BI très concret qui parlait de pneus et qui était très contextualisé. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, en fait, quand je fais des formations, que ça soit data ou IA, c'est à chaque fois contextualisé parce que c'est un moyen en fait d'embarquer les personnes et de rentrer dans leur quotidien. Parce que ce que les gens ont du mal à se matérialiser quand elles viennent dans ces formations, alors de gré ou parfois de force, parce qu'on leur impose parfois d'aller dans ces formations aussi dans les entreprises, ce qu'elles ont du mal à se matérialiser, c'est comment je peux l'utiliser au quotidien. Même cette semaine, j'ai fait une formation. Toute la journée, la question c'était mais comment je peux l'utiliser? Quels sont les cas d'usage? Et donc il faut vraiment se focaliser là-dessus pour que les gens ils en ressortent avec je peux en ressortir avec ça et en fait je vais le réutiliser dès demain ou après-demain parce que sinon en fait dans quelques jours je le saurai plus et ça sera à refaire. Il y a un signal intéressant. Vous m'avez dit Adrien que chez vous au sein d'EDF il y a les organisations syndicales qui commencent à se saisir du sujet. C'est aussi un marqueur qui dit pas mal de choses parce que ça veut dire que ça y est, ça fait véritablement entre guillemets partie des meubles. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est assez récent d'ailleurs pour être dans l'IA depuis quelques années. On est longtemps passé sous les radars avec des cas d'usage d'IA et aujourd'hui il y a tout un dossier qui se montre avec donc l'ensemble des organisations syndicales, notamment autour du dossier Copilot, dossier d'ouverture de Copilot à l'ensemble des collaborateurs et autour d'autres solutions d'IA générative. Et bon, évidemment, un dossier monté au CSE central d'EDF, donc c'est l'instance qui représente les syndicats et le patronat, il va tourner autour de l'IA générative pour tous et autour des biais et autour de l'accompagnement. Donc effectivement, c'est un marqueur que ça rentre dans aussi les préoccupations des dirigeants. En fait, nos dirigeants passent aussi beaucoup de temps à s'occuper du corps social de l'entreprise, donc ça les force aussi à s'intéresser à la question. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit parce que les formations, c'est important. Moi, je pense qu'une formation, il faut en avoir le moins possible. En tout cas, il faut passer par une conception de l'outil qui embarque de l'IA, qui est centré sur l'utilisateur. Il faut tu le dis, en fait, il faut les cas d'usage. Il faut faire ta formation sur les cas d'usage. Et moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. Les cas d'usage, ils te servent à concevoir ton outil digital qui embarque de l'IA autour des cas d'usage. Et si tu le conçois bien, je veux dire, personne n'a besoin de formation pour se servir de ChatGPT. En fait, tout le monde intuite comment le faire parce que c'est un produit qui est bien conçu. Mais en fait, personne n'a formé les gens pour rechercher des recettes de cuisine sur ChatGPT. Les gens, ils ont compris tout seuls comment l'utiliser. Enfin, la conception centrée sur l'utilisateur, ça fait en sorte de réduire le volume de formation, de faire en sorte que l'outil il s'adapte naturellement à l'utilisateur. Il y a débat. Je suis pas d'accord. Alors là, pour le coup, là, je reprends parce que c'est quand même chez les développeurs et en partie les consultants, on a eu la même chose. L'utilisation, évidemment, tout le monde peut essayer ChatGPT, n'importe quel IA génératif pour aider à écrire du code. N'empêche que le fait d'accompagner les bonnes pratiques, parce que c'est ce qu'on permet d'avoir depuis 2 ans, c'est-à-dire savoir à quel endroit du cycle ça marche ou ça marche pas, quel type de tests et de vérification vont marcher ou vont pas marcher, et quel type de prompting va marcher ou pas marcher. Ça, nous, on a mis en place des formations parce que ça évite à tout le monde de tâtonner et ça permet à tout le monde de diffuser des bonnes pratiques qu'on a vues largement. Donc là, je suis pas d'accord. Il faut une formation. Alors j'ai une question pour tous les 4. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des secteurs pour lesquels l'IA n'est pas encore un outil adapté? Ou est-ce qu'il y a, à contrario, des secteurs où on ne peut plus s'en passer? Est-ce qu'il y a encore des angles morts, en tout cas, pour l'utilisation de l'IA? Tatiana? En tout cas, nous, dans l'étude, certainement, on voit des grosses différences en termes d'adoption, d'utilisation de l'IA entre les secteurs. Donc, au top, on a les TIC et les services financiers. Et puis, en bas, on a peut-être la construction, par exemple. Alors, après, pour avoir parlé avec des dirigeants dans la construction, voilà, ils me disaient, c'est pas aujourd'hui que l'IA va aller
faire de la plomberie sur mon chantier. Par contre, pour organiser mes plannings, peut-être qu'il y a une application. Donc voilà, c'est peut-être pas, ça dépend forcément de la nature de l'activité aujourd'hui. Mais il y a quand même, je pense, et après à voir avec Jean-François par exemple, qui a l'occasion de voir ou alors Yves, la diversité des secteurs. Il y a quand même certains secteurs dans lesquels elle est plus pertinente et où il y a des cas d'usage plus matures aujourd'hui. Vous diriez quoi, Jean-François ? Je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, globalement, faut distinguer aussi l'IA un petit peu de commodité, que j'appellerais l'IA du quotidien, qui sert à gagner un petit peu de temps sur des recherches ou des choses comme ça, où là, globalement, n'importe quelle entreprise peut en bénéficier. Mais néanmoins, c'est vrai que les métiers qui sont très manuels, il y a quand même toute une partie du job qui ne va pas se faire par l'IA. Qu'on soit dans une usine en train de fabriquer quelque chose, alors on peut le faire sur du contrôle qualité ou quoi que ce soit, mais si on est sur un métier un peu plus artisanal, dans le bâtiment ou quoi que ce soit, c'est pas forcément le cas. Ça va plutôt être sur des contrôles, sur des tests, sur des vérifications, on va pouvoir le faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas accès, mais néanmoins, il y a des domaines dans lesquels il y a plein de petites entreprises qui n'ont pas forcément la capacité, c'est un de mes gros sujets à l'heure actuelle, de réaliser des IA parce que, indépendamment, en fait, elles n'ont pas une masse de données, alors de qualité, c'est encore notre sujet, mais déjà une masse de données regroupées pour faire de l'IA sur ces sujets-là, contrairement aux grandes entreprises qui ont un historique assez fort. Par contre, tous les domaines qui n'utilisaient pas forcément l'IA avant, mais qui ont des grosses quantités de données, je parle bien sûr du conseil, je parle bien sûr aussi de tout ce qui est cabinet de gestion de patrimoine, j'en accompagne plusieurs et qui manipulent beaucoup de documents, la comptabilité bien sûr, et d'autres, c'est des domaines dans lesquels finalement l'IA générative crée des nouvelles possibilités qu'ils n'avaient pas avant. Et donc là, ils commencent à l'utiliser de plus en plus. Yves, Nicolas ? Oui, non, je suis assez d'accord. C'est exactement ce que je disais sur la différence. Il y a l'IA outil pour tout le monde dans les tâches de tous les jours. Et puis l'IA core value, on le voit beaucoup. On le voit beaucoup, nous, dans des éléments sur la relation client, les échanges, le fait de traiter le langage, ça aide. Mais là encore, et je pense que c'est important d'y être conscient, c'est que, je redis le sujet, c'est que même dans ces cas, finalement, on voit assez peu de nouveaux cas d'usage de vraies ruptures. C'est-à-dire que même dans les sujets où l'IA générative apporte le plus de choses, par exemple dans la relation client, on voit un ajout incrémental sur des sujets qui peuvent être de la traduction, un certain nombre de choses, mais ça ne révolutionne pas fondamentalement le modèle. Et c'est d'autant plus important de pas, faut pas chercher le cas d'usage à tout prix. Enfin, finalement, c'est encore là ce qui se disait à la table ronde d'avant, c'est-à-dire il faut être, comme je disais, techno-conscient d'une certaine façon. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire sur certains des sujets. Ouais. Un dernier complément, il y a des sujets où c'est interdit de faire de l'IA. Enfin des secteurs en tout cas de l'IA Act, alors qui tarde un petit peu à être traduit en droit français, mais dont les contours sont secs, interdits d'utiliser l'IA sur des secteurs déjà liés à la production d'énergie. On ne peut pas utiliser une IA pour conduire nos centrales nucléaires, en tout cas sur la partie qui est critique, et on ne peut pas utiliser d'IA pour faire de la reconnaissance faciale pour la sécurité intérieure. Enfin, il y a un certain nombre de secteurs où c'est interdit, donc c'est peut-être la première limite qu'on peut poser au-delà du fait de la maturité de données de chacun ensuite des filières et des entreprises. Un petit complément sur les AI Act, c'est comme c'est une réglementation européenne, il n'y a pas besoin de le traduire en droit français, donc ça s'impose d'ores et déjà aujourd'hui. Ce qui effectivement, il y a deux sujets dans les AI Act qui sont encore en travail, c'est la traduction en normes précises de qu'est-ce que ça veut dire, parce que les AI Act est fait par rapport à différents niveaux de risque. Donc il y a des choses qui sont complètement interdites, comme le scoring social, etc., comme la conduite des... Voilà, pardon. Et puis il y a des sujets qui sont considérés comme étant à haut risque, comme le monitoring d'infrastructures critiques, par exemple. Et la façon quelles sont les normes sur lesquelles on doit s'appuyer pour valider cette validité de système à haut risque, c'est ça qui demande à être traduit. Et il y a un autre sujet qui est là pour le coup sur les grands modèles de langage, justement. Quelle est la précision qui est en train d'être apportée sur la dépendance aux données pour dire est-ce qu'on est conforme ou pas. Est-ce que demain, certaines entreprises, certaines collectivités pourront faire sans l'IA? Parce qu'on voit aussi, aujourd'hui, on est obligé de se familiariser avec l'intelligence artificielle. Demain, arrêtez-moi si je me trompe, mais elle sera totalement intégrée aux outils dont nous nous servons. Elles le sont parfois déjà. Donc, est-ce qu'on va pouvoir s'en passer ou est-ce qu'on sera obligé de faire avec? Et celles qui ne feront pas avec, est-ce qu'elles vont sortir du game? Le vrai problème, ça va être, mais c'est là aussi, c'est des sujets qui ont été abordés à la table ronde d'avant, c'est que
On peut prendre l'exemple, est-ce qu'on sait se passer d'un GPS aujourd'hui? Bon, et en fait, pareil, dans les outils, il y a déjà des tas d'outils d'IA. Dans une recherche Google et dans un certain nombre d'aspects, il y a déjà beaucoup d'outils d'IA. Est-ce qu'on sait faire sans ou pas? Je pense que ce n'est pas la bonne question. La vraie question, c'est qu'on va avoir à faire face dans les années à venir à un certain nombre de problèmes qui sont beaucoup plus compliqués de savoir est-ce qu'il y a un bon use case pour mon IA générative ou pas, et y compris avec des problèmes, pas seulement au niveau environnemental, y compris avec des problèmes de résilience possible. La question en ce moment que se posent pas mal d'entreprises, c'est une question auquel nous, en tant que conseil et société digitale pour les entreprises, on n'imaginait pas qu'elles soient capables de se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si AWS interdit tel service en Europe? Qu'est-ce qui se passe si Salesforce est bloqué en Europe? C'est une question inimaginable il y a quelques années. Et aujourd'hui, sortir de ces aspects, avoir une logique de résilience, on est obligé de se la poser. Donc par rapport à l'IA, d'une certaine façon, c'est d'autant plus important de se dire, quand on l'introduit dans un cas d'usage, quelle est la problématique de résilience de ce cas d'usage par rapport à différents risques autour de l'IA. Et les risques ne sont pas simplement au niveau de l'IA générative. Il y a une des questions qui est en particulier vraie dans le monde de l'entreprise, c'est que on le voit bien avec l'IA générative, c'est que ça génère des monceaux de données en plus. Donc on a le problème d'infobésité qu'on avait déjà, il est fait encore plus. Et avec ces problèmes d'infobésité arrivent des problématiques de manipulation, on le sait, qui sont vraies pas seulement pour le grand public, qui sont vraies pour le monde de l'entreprise. Donc cette logique de résilience, comment on se l'adopte? Et c'est pas seulement un problème d'IA générative, ça. C'est vraiment aussi un problème d'IA de recommandation, qui sont les algorithmes d'IA de recommandation, sont les vecteurs les plus importants aujourd'hui de manipulation d'informations et sont aidés, entre guillemets, il y a un risque d'aide par la capacité à produire avec de l'IA générative beaucoup plus d'informations qui noient le poisson et qui noient le poisson pour tout le monde. Et vous voulez noyer le poisson pour gagner contre un concurrent, vous pouvez produire de l'information qui aide à ça. Vous parliez des concurrents, justement, Jean-François, Tatiana, Adrien. Si on ne passe pas par l'usage demain de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a un risque de ne plus être compétitif et de peut-être disparaître, tout simplement? En tout cas, oui, je pense que oui. Il faut toujours utiliser dans un monde concurrentiel, c'est celui qui vend le même service pour le moins cher qui gagne. Alors en particulier la fourniture d'électricité, je pense qu'aujourd'hui c'est un monde qui est très concurrentiel et où les techniques à base d'IA, à base de cloud, les techniques modernes se sont imposées par elles-mêmes parce que c'était un sujet effectivement vital qui pouvait se mesurer très rapidement avec les indicateurs de nombre de clients, de taux de perte, tous les indicateurs du retail. Oui. Tatiana? Je pense peut-être, ça dépend si on reste dans la même logique économique, forcément il y a cette logique de concurrence qui existe. Après, pour être centré moi sur les PME ETI, je pense qu'il y a aussi des questions à se poser, en tout cas aujourd'hui, sur ne pas gâcher de la ressource pour aller dans des cas d'usage, des applications qui justement ne vont pas servir. Donc il y a un vrai besoin de discernement aujourd'hui de où est-ce que j'investis peut-être les moindres ressources que j'ai par rapport à une grande entreprise pour faire des POC à tout va, pour aussi survivre avant que tous mes compétiteurs, que la question se pose si tous mes compétiteurs ont l'IA, quoi. Oui, parce que ce sont des outils qui sont quand même assez coûteux et c'est un frein également pour le patron TPE ou PME qui n'a pas de retour sur investissement immédiat, voire pas du tout. Forcément. Et s'il n'y a pas de retour sur investissement, c'est un coût qu'on n'a pas envie de prendre aujourd'hui. Nous, c'est le frein principal qui est cité par les dirigeants de PME ETI sur le coût. C'est le frein principal. Oui, avec les possibles mauvais usages de l'IA, donc la peur des possibles mauvais usages. Comment on fait alors, du coup, pour utiliser l'IA, Jean-François, pour qu'elle soit un outil qui nous aide comme c'était noté dans l'intitulé de ce débat, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit un outil qui aide à la transformation de l'entreprise? Après, je pense qu'il faut revenir à des choses très très simples. C'est-à-dire que dans une entreprise, en fait, il y a des choses qu'on fait, il y a des services qu'on rend, il y a de la valeur qu'on procure à nos clients, à la société. Et en fait, il faut se recentrer là-dessus. C'est quoi les problèmes qu'on a pour rendre ce service? Pour rendre ce service aux personnes, il y a souvent des choses qui nous prennent du temps, qui nous coûtent de l'argent. Et en fait, c'est par là qu'il faut commencer.
C'est aussi bête que ça, mais c'est en fait la stratégie d'entreprise qui va permettre de découler la stratégie data IA. Et la plupart du temps, quand tu fais des diagnostics en entreprise, ce sur quoi je passe énormément de temps, c'est comprendre l'entreprise, les métiers, c'est quoi les points de tension, les points de douleur qu'il faut essayer de résoudre. Et après, c'est de l'IA qui les résout ou pas. Des fois, c'est de l'automatisation, des fois, c'est des données, des fois, c'est rien de tout ça et c'est juste le fait de partager plus et de communiquer plus en équipe. Mais le fait est qu'il faut toujours commencer par c'est quoi la valeur qu'on crée. Et je trouve que c'est ça quelque chose qui est intéressant avec l'IA générative, c'est que finalement ça repose la question non pas de la tâche qu'on réalise, parce que oui effectivement au fil du temps et dans un monde qui était stable avec des technologies bien connues, on a établi des tâches, des processus super clairs sur comment on devait réaliser cette valeur. Sauf qu'en fait, maintenant qu'on a des nouvelles technologies, des nouveaux moyens qui permettent d'apporter des choses plus vite, d'aller plus vite dans une recherche documentaire, de déclencher des actions sur la base de texte, et bien en fait, ça re-challenge ces processus. Et donc, du coup, ça casse la façon qu'on avait d'opérer et ça nous ramène à la vraie question de mais en fait, c'est quoi la valeur que je crée et qu'est-ce que je fais qui rend service aux autres, à mes clients, à la société, à travers mon activité. Et c'est là-dessus qu'on doit construire les cas data, automatisation et IA. Ça nous permet aussi de nous réinterroger sur la valeur finalement qu'on apporte à nos clients quand on est un entrepreneur. Alors, je vous trouve très optimiste. Effectivement, c'est là où il faudrait aller. C'est-à-dire que malheureusement, on voit beaucoup en entreprise de gens qui disent j'utilise de l'IA simplement pour automatiser un processus un peu déjà existant sans remettre ça en cause. Mais effectivement, c'est là où il faut aller. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi ? C'est la question du pourquoi. Quels sont les problèmes essentiels de l'entreprise qui vont se poser dans les années, idéalement dans une stratégie long terme, et sans partir de l'IA, partir de la stratégie d'entreprise. Merci à tous les quatre pour ce débat. On va, si vous le voulez bien, commencer à prendre des questions pour la demi-heure qui nous reste. 1 heure de débat, 1 demi-heure de questions avec vous. Je suppose qu'il y en a concernant l'intelligence artificielle et le développement de ces outils en entreprise, mais pas seulement. J'attends que les mains se lèvent. Est-ce que nous avons des questions ? Tout le monde a tout compris, c'est formidable, sur l'intelligence artificielle. Tout le monde s'en sert tous les jours dans son entreprise, dans les écoles. Il en faut toujours un pour se lancer. Je me lance. J'ai une question sur a-t-on estimé le risque de l'IA par la LIA? Je vous entendais parler d'IA générative pour analyser les documents. En tant que formateur, je suis enseignant-chercheur, lorsque je demande à des étudiants de préparer un résumé, ce n'est pas le résumé qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le processus qu'ils vont mettre en place pour rassembler la donnée, l'analyser, en faire l'analyse, la synthèse. Et j'attends, dans une vie antérieure de mes collaborateurs, dans une entreprise, que lorsque je leur confie une tâche, c'est qu'ils progressent en réalisant cette tâche pour améliorer la valeur de l'entreprise, et pas seulement délivrer un service à des clients. Et le risque que je perçois dans ce que j'appelle moi l'IA par la LIA, c'est on vient chercher de la donnée sans une intervention humaine, on génère un document que l'on fait de l'autre côté, analysé par une IA, pour en tirer une information qu'au final, on va exploiter en tant que telle, mais personne n'aura progressé dans l'affaire. Et dans la problématique que je perçois sur la journée de la soutenabilité, du coût énergétique, du coût humain, du coût social, je m'interroge sur cet effet peut-être pernicieux de on simplifie des tâches qu'en fait on a artificiellement complexifiées, parce que quand un humain l'a fait, il ne peut pas dépasser ses capacités. Et donc, il l'a fait au plus juste. Si on la confie à des ressources démesurées, on va avoir une réponse démesurée dont l'analyse va nécessiter des moyens démesurés. Et là, on est sur une divergence. Oui. C'est effectivement une question intéressante. Et j'ai aussi noté, on a aussi noté dans l'entreprise que on ne veut pas utiliser de l'IA pour générer encore plus de documents que personne ne lit. On a aujourd'hui déjà 3 millions de documents dans la GED qui décrit comment fonctionnent les installations, quelles modifications on a fait, et personne qui maîtrise ce patrimoine documentaire. Et c'est pour ça que on parle de data avant de parler d'IA. On parle de structuration des documents avant de commencer à générer beaucoup de garbage, de mauvaises données avec de l'IA générative. Et on cherche à normer la syntaxe,
à normer le vocabulaire pour éviter justement de créer encore plus de données déstructurées, alors qu'on a aujourd'hui les outils pour créer plus de données de qualité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on veut utiliser l'IA générative. Pour moi, il y a trois. C'est une question vraiment très intéressante. Il y a trois facettes à votre question et à la réponse. Il y a une première question. Il y a un premier qui est plus un commentaire qu'autre chose, c'est qu'on commence à voir, nous, dans les appels d'offres que nous envoient les entreprises, on commence à voir des sujets qui sont limiter le nombre de pages, limiter le nombre d'aspects, et donc dans une logique très très consciente de dire ça m'intéresse pas de faire mon analyse avec de l'IA et je veux pas un document produit par de l'IA. Donc ça c'est un des premiers aspects. Il y a l'autre aspect, mais ça j'imagine que dans la salle au niveau pédagogique vous le voyez beaucoup plus, c'est que je trouve une différence. Enfin il y a une problématique qui est la même de ce que vous décrivez en entreprise et de ce que vous attendez d'un étudiant, qui est de dire jusqu'à présent, pour une évaluation, et c'est vrai dans le monde académique, ce qu'on recherche en entreprise, c'est finalement quoi? C'est un ensemble de dire on veut avoir des connaissances sur un sujet donné, qui a été appris, un sujet d'ingénierie. On veut avoir une capacité d'apprendre des sujets nouveaux, de l'autonomie, de l'initiative, être capable de s'intéresser à d'autres choses. Et on veut un certain nombre de capacités de type communicatif, soft skill au général, de capacité à travailler en équipe d'une certaine façon. Et jusqu'à présent, il y avait une assez bonne adéquation entre la note et le diplôme qui peut être donné dans un examen ou une évaluation ou une certification, un peu ce qu'on veut, et puis comment ça se traduisait par rapport à ces trois grands critères. Aujourd'hui, avec l'IA générative, potentiellement, il n'y a plus cette adéquation. Alors, moi, ce que je vois chez la plupart des professeurs avec qui je discute, c'est qu'ils en sont très conscients et qu'ils changent ça. Donc ça s'adapte. Donc ça, ce problème-là, il existe, mais je le vois à peu près temporaire. En revanche, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, aussi bien dans je reviens aux histoires d'algorithmes de recommandation, c'est qu'avec un drive qui est une production d'informations très importante et des algorithmes de recommandation, quels qu'ils soient publicitaires pour le grand public, des réseaux sociaux, etc., on risque d'avoir à la fois une perte de l'attention et puis surtout on ne sait plus où on est en tant qu'humain, on ne sait plus à qui faire confiance. Hein, c'est très clair, hein, il y a tout un tas d'articles qui sont même, même pour des gens a priori qui se sentent éduqués au sein des bons circuits d'information. Je reçois un tas de nombre d'articles dont je me dis ils sont en train d'essayer de me mettre le cerveau à l'envers, quoi. Et ça, c'est un vrai risque qu'il faut regarder à la fois au niveau éducatif et au niveau des outils qu'on met face à l'IA pour se faire ce travail de confiance pour filtrer l'infobésité. Peut-être juste pour compléter, effectivement, dans la façon dont la question a été posée, j'aimais bien parce qu'effectivement, vous disiez, on donne des rapports à faire, ils nous donnent le rapport, mais ce qui m'intéresse, c'est finalement presque la réflexion qu'il y a eu pour faire le rapport. Et en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure entre la tâche et le pourquoi on fait ça. C'est-à-dire qu'avant, on donnait ça parce que justement, on savait que pour arriver à ce rapport, il fallait avoir un cheminement intellectuel et qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'autres moyens pour rendre ça directement. Sauf que maintenant, une nouvelle technologie arrive et elle permet de faire ce travail-là. Donc la question, c'est comment on évalue et on teste finalement cette aptitude que la personne l'a acquise. Alors effectivement, pareil, les enseignants que je connais rivalisent et en fait un peu sous contrainte, hein, ils sont bien obligés. De méthodes pour essayer de tester ça en questionnant à l'oral les personnes sur justement quelles sont les étapes de la réflexion et ainsi de suite, ce qui demande au passage un peu plus d'efforts, mais plus d'efforts humains aussi. Donc plutôt que de corriger une copie purement et simplement, ça peut aussi arriver à avoir des échanges et des interactions plus humaines, qui est quelque chose que je pousse. Et la deuxième, qui est pour moi quelque chose de fondamental, et c'est ce qu'a dit Yves, c'est la notion de confiance. Que ce soit sur ce qu'on voit sur Internet, honnêtement, toutes les choses qu'on voit sur LinkedIn, les articles qu'on voit sur le web, la vraie question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces images? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans cet article? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans la personne qui semble nous dire quelque chose, puisqu'on peut même générer des avatars des personnes et la voix aussi qu'on peut cloner. Et la confiance, à mon avis, dans la société qui se dessine, ça va être un élément essentiel, à la fois pour l'activité, parce qu'en tant qu'entreprise, on va vouloir aller vers des gens en qui on a confiance, mais aussi en termes de société, parce qu'en tant que citoyen, on va vouloir se fier à des sources en qui on a confiance. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui se profile, on peut se poser des vraies questions sur comment on va distinguer ce en quoi on peut avoir confiance de ce en quoi on ne peut pas avoir confiance. C'est un vrai sujet.
On est bien d'accord. Est-ce que nous... une question au fond, Cyril. François. Merci. Oui, j'ai une question sur l'IA par rapport à la résilience de cette technologie dans la société de demain où potentiellement les matériaux sont plus rares, la consommation de l'électricité peut amener des blackouts et des coupures dans certains pays, en France peut-être aussi. Comment on va faire cette société de demain qui aujourd'hui on la base de plus en plus sur cette technologie, potentiellement des compétences se perdent parce qu'on repose sur cette technologie, mais si dans 20 ans on se rend compte qu'en fait on ne peut plus faire de l'IA, est-ce qu'on a une capacité de résilience demain? Qui se lance? Moi, ça me fait penser au débat qui était dans la table ronde juste avant. Je pense que, comme on l'a dit jusque-là, l'IA c'est une technologie. Derrière, il y a une question de choix de société, de choix politique, de ce qu'on a envie d'en faire. Après, évidemment, il y a des questions techniques auxquelles peut-être EDF pourra répondre sur les blackouts impliqués par l'utilisation de l'IA demain, mais j'ai envie de vous retourner la question à tous, c'est quelle société on a envie de créer avec, sachant que voilà, la technologie elle est là, très probablement elle continuera à être développée, donc voilà, comment est-ce qu'on s'informe pour être au-devant de ces enjeux-là et quel choix de société on fait avec ces données. Et de quelle transformation les entreprises ont besoin, hein, parce que ce que vous dites là, est-ce que la transformation la plus importante aujourd'hui, c'est par rapport aux problèmes qui vont se poser, c'est la transformation par l'IA, ou est-ce que c'est la transformation par rapport aux problèmes qu'on voyait sur la table ronde d'avant? Et il y avait un monsieur qui citait, je ne sais pas s'il est toujours là, mais qui citait Olivier Hamant sur la logique de robustesse. On en est à plein là. C'est-à-dire que si aujourd'hui, alors moi je vais un cran plus loin, c'est-à-dire que si aujourd'hui, dans le pourquoi dont on parlait tout à l'heure, qui doit être la réflexion fondamentale d'une entreprise, si dans le pourquoi une entreprise ne se pose pas la question de résilience par rapport aux problèmes que vous évoquez, elle fait une erreur. Si elle ne pense que aux comment de l'IA, elle fait une erreur et elle prend des risques par rapport à ce qui peut se passer pour elle dans quelques années. Je rebondis là juste sur les propos justement sur Olivier Hamant. J'avais une personne récemment qui m'a dit ça serait bien si on remplaçait tous les médecins par de l'IA parce qu'ils seraient beaucoup plus fiables. C'est un choix, c'est pas forcément le mien, mais par contre ça pose une vraie question parce que peut-être que ça serait plus performant, comme le dit Olivier Hamant, sur le fait que ça peut apporter un diagnostic peut-être plus vite, peut-être plus fiable. Par contre, est-ce que ça serait robuste? C'est-à-dire, si on a une panne de courant, est-ce qu'on serait content de ne plus avoir aucune opération, aucun médecin disponible? Et est-ce que c'est vraiment une connaissance et un savoir-faire qu'on est prêt à perdre? Donc il y a une vraie question sur cette robustesse au-delà de l'aspect performance. Là, c'est un peu tiré au bout parce que l'exemple est sur le médical, mais en entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire, est-ce que finalement sur ce savoir-faire j'ai besoin d'être ultra performant au risque peut-être de perdre en robustesse si jamais il m'arrive quelque chose demain sur les terres rares, sur l'accès à Microsoft, Amazon ou quoi que ce soit. Et donc c'est un vrai choix d'entreprise. Adrien, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en tout cas, il y a des choix de société, mais le choix d'entreprise de ne pas dépendre complètement de l'IA, il est déjà fait. Enfin, chaque processus métier qui conduit à produire de l'électricité pour la France, voilà, il est soumis à un plan de continuité d'activité qui permet de tenir le nombre de jours qu'il faut sans recourir à ces technologies sur le cloud. Donc, ce choix de société, on fait le choix d'utiliser de l'IA, mais on fait le choix de ne pas en dépendre aussi. Une autre question, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour. Un gros problème pour les entreprises, c'est recruter des personnes compétentes. Est-ce que vous pensez que l'IA peut aider à former rapidement des personnes? On parlait de formation tout à l'heure, mais formation à l'IA, pas formation avec l'IA. Oui, c'est pour des formations métiers, pas des formations à l'IA. C'est par exemple créer des machines qui vont apprendre aux personnes apprenantes à utiliser la machine, ce qui se fait de plus en plus sur les machines-outils. C'est une bonne question. Je pense que ça dépend. Enfin, en tout cas, moi, avec mon œil de chercheuse, j'ai en tête quelques papiers. Typiquement sur les codeurs, en tout cas, il y a de la recherche qui montre que c'est les codeurs les moins expérimentés qui gagnent à utiliser l'IA générative et du coup qui montent en compétences beaucoup plus rapidement. Et j'ai un exemple de cas d'usage aussi, où quand on utilise les grands modèles de langage avec un RAG sur la documentation technique de l'entreprise, ça peut être sur une machine ou quoi que ce soit, ça permet aux opérateurs de dialoguer avec cette documentation technique en langage naturel et du coup à aussi monter en compétence plus rapidement sur l'aspect technique là-dessus. Donc, j'ai pas envie de donner une réponse globale parce que je pense que je pourrais pas répondre, mais sur certaines choses, en tout cas, on voit qu'évidemment, il y a
et comme on l'a dit, c'est un accès à la connaissance qui est révolutionné avec l'IA, donc probablement des applications autour de la formation. Et je confirme qu'on le voit chez nous, hein. C'est-à-dire que dans ces phases qu'on appelle des phases d'onboarding, quand des nouvelles personnes arrivent sur un nouveau projet, qui peuvent être des projets de très grandes entreprises avec des logiques de spécification et de règles métiers qui sont extrêmement complexes, le fait d'utiliser l'IA générative à la fois pour se former sur le contexte métier et sur la nouvelle stack technologique qu'ils ont à prendre en compte, on gagne beaucoup. Et ça, alors là, pour le coup, c'est l'expérience qu'on voit là-dessus. En revanche, on a quand même un sujet sur l'IA générative, c'est que, là encore, c'est des problématiques de données, c'est que ça marche très bien pour les technologies qui ont démarré à partir des années 2000, à partir du moment où il y avait déjà Internet. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de systèmes qui tournent sur du COBOL, hein, pour ne pas le mentionner, et ça marche très bien. Je veux dire, les moteurs de règles d'assurance et dans la banque, il y a beaucoup de COBOL. Ça marche bien. Pourquoi changer quelque chose qui marche bien? On ne sait pas. Et arriver à apprendre du COBOL, même indépendamment de la motivation, ben, ce n'est pas si évident que ça avec de l'IA parce qu'il n'y a pas les bons modèles pour le faire. D'autres questions? Ah oui, monsieur, je vous en prie. Oui, j'oublie de me tourner, pardon. Je vous en prie, je vous en prie. Une petite question sur une dimension qui n'a pas été, me semble-t-il, beaucoup abordée, qui est celle en fait de la souveraineté des outils d'IA. Parce que quand on parle société IA, on pense à l'intelligence économique. On sait évidemment tous que ça implique d'entraîner de l'IA avec des données qui peuvent être plus ou moins sensibles. Et je suis intéressé d'entendre vos commentaires et réflexions sur cette dimension-là et de façon un peu optimiste, on va dire, sur les perspectives de souveraineté qui peuvent exister au niveau européen, si pas au niveau national. Il y a déjà des outils au niveau européen, mais... Oui, il y a déjà quelques outils au niveau européen. Effectivement, en fait, cette question de la souveraineté est toujours un peu délicate parce que, en fait, ça touche aussi à une notion presque de sécurité et confidentialité dans les entreprises et elles n'ont pas toutes la même réponse sur ce qu'elles considèrent comme sûr. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où être sur Microsoft, même si les serveurs en Europe, elles considèrent ça comme sûr. Et il y a des entreprises pour lesquelles ils leur font leur propre serveur dans leur entreprise pour être vraiment persuadés que c'est sécurisé chez elles et ainsi de suite. Mais par contre, c'est un sujet qui arrive dans toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'elles soient grandes ou même les TPE, PME. À chaque fois qu'il y a notamment un savoir-faire qu'elles maîtrisent, c'était encore le cas la semaine dernière avec des gens qui faisaient des tas d'études chimiques chez qui j'interviens, on dit c'est un savoir-faire, on ne peut pas le breveter, mais on n'a pas envie de le mettre sur ChatGPT, Gemini ou quoi que ce soit pour que ça parte et qu'on ne sache pas trop ce qui se passe avec. Alors même si on peut décocher, entraîner le modèle pour tous, on se pose quand même toujours un peu la question de ce qui se passe derrière. Et donc, c'est un vrai enjeu. Et pour le coup, alors, des solutions existent. Alors, soit on met en place des solutions sur la base de Azure, Amazon et tout ça, en essayant de mettre les choses en Europe. On se dit, c'est des acteurs américains, on ne sait pas trop ce qui peut se passer si du jour au lendemain, on les bloque, mais au moins, c'est en Europe. Et chez certaines, par contre, on va plutôt partir sur des modèles open source. Et c'est ça aussi une des grandes chances, c'est que l'open source se développe énormément. Donc, on peut récupérer des modèles qu'on met sur des machines ou des serveurs hébergés en France par des acteurs français, éventuellement chez soi si on est vraiment jusqu'au boutiste, et on peut quand même avoir des résultats très satisfaisants sur des cas d'usage standards. On peut aussi sécuriser davantage et fermer, enfin en tout cas quand on est une grande entreprise, travailler en modèle fermé pour faire en sorte que certaines données ne puissent pas être hackées ou aspirées par des concurrents ou par des gens chez qui on n'a pas forcément envie de les voir tomber. Oui, on peut le faire. Après, hacker, c'est toujours délicat parce que quand on gère son serveur soi-même, il faut toujours les cyberattaques, c'est toujours difficile d'arriver vraiment à s'en prémunir totalement, mais on peut mettre tout un tas de choses en place. Et ce qui est intéressant avec les petits modèles, avec les offres qui commencent à se créer aussi, c'est que même pour des entreprises plus petites, à condition d'avoir des partenaires qui les accompagnent sur comment je mets en place ces serveurs-là, on peut facilement avoir une petite interface qui permet de faire de l'analyse documentaire sur les cas d'usage principaux et sans sortir une usine à gaz et sans avoir en propre ces serveurs avec des bonnes cartes graphiques et tout ça. On peut vraiment utiliser des moyens disponibles, même quand on est une moyenne entreprise. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de recherche et développement encore, donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-François. Et c'est des sujets sur lesquels il y a non seulement les problèmes habituels qui se posent sur
sur la souveraineté en général pour des éditions logicielles classiques, hein, pour des logiciels où c'est est-ce que je suis propriétaire de mon infrastructure et puis est-ce que mon logiciel, où est-ce qu'il tourne, hein, et comment j'en ai. Et il faut voir le LLM de base, c'est-à-dire OpenAI, Gemini, éventuellement Llama étant l'équivalent du logiciel. Et il y a un nouveau modèle, il y a une nouvelle logique qui se rajoute, qui sont comment est-ce qu'on maîtrise les données sur lesquelles ça a été entraîné. Et ça, c'est un des points fondamentaux, qui est encore un des problèmes de recherche, qui est d'autant plus fondamental qu'on commence à arriver aujourd'hui, on est au maximum de la donnée d'entraînement produite par des humains. Ça correspond à 15 milliards de bibles à peu près, c'est un beau petit chiffre. On arrive au bout, si on veut continuer à entraîner sur des données, en fait, il va falloir faire de la donnée synthétique. Et il y a tout un pan de la recherche qui est de dire, plutôt que d'entraîner sur de la donnée qu'on produit déjà avec des nouvelles IA, on va essayer de raffiner l'entraînement sur des données ouvertes et sur des données qu'on maîtrise, ce qui permet aussi d'ajouter à la souveraineté, mais à la confiance. Je propose qu'on prenne peut-être une ou deux questions pour les 10 dernières minutes qui nous restent avant de faire une petite pause. Est-ce qu'il y a encore des mains qui se... Ah, voilà, décidément. Bonjour, on est dans les journées de l'ingénierie, donc j'ai une question sur le sujet. Je voudrais revenir sur la question des compétences et de la confiance. Si je demande à une IA générative de me résumer en 10 points clés quelques milliers de pages de rapport du GIEC, j'aurais gagné du temps, mais par contre, j'aurais moi-même pas gagné en compétences parce que je n'aurais pas eu l'occasion de potasser moi-même, quitte à y passer des heures et des jours, le contenu du rapport. Donc, quelque part, en tant qu'ingénieur, je m'affaiblis un peu. Et quelque part aussi, ça doit être quand même vachement tentant, quand on a des outils à sa disposition, enfin, c'est vachement tentant de les utiliser plutôt que de passer des jours le nez dans des rapports. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que selon le moteur d'IA que je vais utiliser, je risque d'avoir des résultats différents. Donc même sans parler des histoires de fake news et de tout ce qui peut traîner sur Internet, là je suis sur un rapport, donc qui est un rapport scientifique, mais je suis convaincu, pour l'avoir testé d'ailleurs ce matin, qu'en demandant à plusieurs IA différentes, 10 points clés du même rapport, j'aurai des résultats différents. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une science ou des travaux à faire pour pouvoir avoir une forme de regard critique, finalement, sur le produit de l'IA générative, sachant que, là, en l'occurrence, je ne suis pas capable, puisque je n'ai pas lu moi-même les quelques milliers de pages, je ne suis pas capable moi-même de relire pour savoir si tout ça est pertinent ou pas. Donc c'est quand même un peu dangereux, non ? On avait ce débat, pardon, hein, je me permets, mais on avait ce débat entre midi et 2, justement, avec Jean-François, parce que en fonction des IA que vous allez questionner, effectivement, vous n'allez pas avoir, avec la même donnée d'entrée, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses, tout simplement parce que c'est nous, derrière, qui alimentons cette IA. Ouais, en fait, d'ailleurs, c'est ce que je montre souvent en formation, c'est que je mets exactement le même prompt et que je le fais tourner dans différentes IA pour montrer qu'effectivement, on n'a pas le même résultat. Et en fait, ce que j'ai tendance à dire après, c'est mais si on l'avait donné à 5 personnes différentes, est-ce qu'ils auraient donné le même résultat eux-mêmes ? C'est-à-dire, si on demande à 10 personnes différentes, c'est quoi les 10 points clés du rapport du GIEC ? Est-ce qu'on aurait exactement les mêmes réponses ? Et en fait, ce qui va compter, c'est un peu ce que vous dites, c'est finalement le chemin personnel qu'on fait. C'est-à-dire, par rapport à moi, c'est quoi que j'attends de ces points clés ? C'est quoi que je voudrais extraire ? C'est quoi ma grille de lecture de tout ça ? Et c'est en ça que j'ai tendance, alors effectivement, on m'a qualifié d'optimiste tout à l'heure, mais je ramène sur la question du pourquoi, et je pense que là, on était d'accord sur le pourquoi. C'est pourquoi je pose cette question, effectivement, parce que j'imagine que si on lui demande un résumé, c'est qu'on n'a pas envie de lire tout le rapport. Pour autant, on a déjà des choses en tête sur c'est quoi qui nous intéresse, nos centres d'intérêt. J'avais fait l'exercice sur une boîte qui me disait je voudrais quelque chose qui m'analyse les appels d'offres. Je leur ai fait le truc sans utiliser leurs connaissances. Ils m'ont dit c'est nul. Et ils avaient raison, c'était complètement nul. En fait, ça sortait des informations totalement plates. Et quand on a retravaillé le prompt, justement, l'instruction en se basant sur mais c'est quoi les informations que vous regardez ? Qu'est-ce qui est important pour vous dire ? Alors pas est-ce que vous vous positionnez ou pas, mais si vous devez lire un peu plus ou pas telle partie de l'appel d'offres, ou vous positionner ou réfléchir un peu plus sur cet appel d'offres, là ils m'ont donné des réponses et qui ont permis d'affiner le prompt, pas pour que eux ils ne lisent plus les documents, mais pour les flécher sur les documents qu'ils avaient le plus de chances d'être intéressants. Et sur un rapport aussi gros, ça pourrait être sur les parties les plus intéressantes ou autres. Donc il y a vraiment la notion
du pourquoi et de qu'est-ce que j'y recherche. En fait, il faut mettre de soi. Et c'est pour ça que le pilotage de l'IA est presque plus important que l'IA en elle-même. Tatiana ? Oui, complètement d'accord avec ce que disait Jean-François, mais je pense aussi que c'est vraiment une question d'éducation. Et là, ça pose des questions aussi de politique publique, de comment est-ce qu'on parle à tout le monde de l'IA, mais vraiment cette différence qu'on a fait au début entre des modèles probabilistes et des modèles prédictifs ou déterministes. Tu disais, si je demande à 5 IA différentes, elles vont me donner des choses différentes. Probablement, si on demande 5 fois d'affilée à la même IA, elle va nous donner quelque chose de différent aussi. C'est la base d'un modèle probabiliste. C'est pas la vérité. Donc vraiment comprendre comment marchent ces grands modèles de langage, c'est clé à l'utilisation qu'on en fait. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui me disent utiliser ChatGPT pour remplacer Google. Et là, j'ai un peu peur parce que ChatGPT, il n'a pas la vérité. Vous n'allez pas trouver les mêmes informations que dans Google. Et il y a vraiment un risque, en effet, à croire le résultat de ChatGPT. Mais ça, pour moi, c'est plus une question d'éducation qu'un problème de la technologie. Donc, c'est une question d'usage et de regard critique sur ce que ressort la technologie. Juste un petit complément très rapide sur ce qu'on voit nous aussi sur un des enjeux clés, c'est la vérification, qui est l'autre pendant de la confiance. Et en fait, plus vous êtes expert sur un sujet, mieux vous vous servez de la réponse de ChatGPT. Et donc, en revanche, n'attendez pas de ChatGPT ou de n'importe quel autre de vous donner l'expertise sur un sujet que vous n'avez pas. Est-ce qu'il reste une question? Allez, une dernière peut-être, monsieur. Il faut que... Pardon. Est-ce que les intervenants de la table ronde seraient d'accord pour confier à ChatGPT le compte-rendu de leur témoignage? Merci. Ah. Est-ce que ChatGPT a été déclenché déjà? Parce que c'est la première condition. Moi, de mon côté, j'ai pas d'objection à ça, en fait. C'est des choses que, alors pas forcément de ChatGPT, mais avec Gemini notamment, parce que moi, je suis plus sur l'univers Google à titre personnel. Enfin, je le fais déjà assez régulièrement. Ça va dépendre quand même des conversations, mais là, pour un témoignage comme celui-là, qui est globalement public et enregistré, je crois, oui. ça me dérange pas plus que ça. Je vous confirme. Oui, pareil, ça va dépendre de l'usage, évidemment, mais en tout cas, juste le mettre dans ChatGPT à partir du moment où nos discussions sont publiques, pour moi, pas de problème. Ça marche plutôt bien sur les comptes rendus de réunion en général, l'IA générative, donc c'est une bonne idée. Après, c'est évidemment oui. Maintenant, dans ce que vous allez, je pense que vous tirerez meilleur profit de ce que vous avez entendu, vous, de la table ronde, que du retour que vous aurez par ChatGPT. Pour faire merci. Quoi? Je l'espère aussi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous les quatre d'être venus nous éclairer sur... le potentiel de l'IA ou des IA. Je vous donne rendez-vous à 18h, oui, et François Gémen sera avec nous. À tout à l'heure.